Le gros point noir concernant les voitures électriques, c'est pas l'autonomie, c'est la recharge. Et je pense en particulier la recharge la plus rapide possible lorsqu'on fait un long trajet et qu'on a besoin de faire des étapes. Je vous ai déjà parlé de la recharge du quotidien qui se fait en courant alternatif, qui je pense est quand même plutôt gérable entre le nombre de bornes disponibles et la possibilité de se charger à domicile. La charge rapide en courant continu, c'est un tout autre problème. Déjà, au niveau des prises, pour le courant continu et la charge rapide, vous avez deux types de prises. C'est d'une part la prise CHAdeMO, donc standard japonais, qu'on va surtout retrouver sur la Nissan Leaf, la Peugeot Ion, Citroën C0, Mitsubishi e-MiV, et plus récemment sur quelque chose comme le Lexus UX 300e. Donc sur la plupart de ces voitures, la puissance maximum en courant continu sur la prise CHAdeMO, ça va être 50 kW. Et en face, vous avez la prise de type combo CCS, qui est désormais un standard européen et qu'on va retrouver quasiment sur toutes les voitures maintenant. En tout cas, toutes les voitures qui veulent proposer de la charge rapide en courant continu. La prise combo CCS, c'est une prise de type 2 avec deux fiches supplémentaires en dessous qui permettent donc de gérer le courant continu. La prise combo a pour avantage de prendre moins de place qu'un système double prise comme sur la Nissan Leaf, où vous avez d'un côté une prise en courant alternatif qui va servir à la recharge du quotidien et en ville, et de l'autre côté une prise en charge courant continu qui va être utilisée plus en étape sur long trajet. Alors la seule bonne nouvelle dans toutes ces problématiques de charge rapide en courant continu, c'est que vous n'avez pas de souci de câble, puisque en ce qui concerne le courant continu, le câble sera toujours attaché à la borne à laquelle vous vous chargez. Donc vous aurez juste à ouvrir votre trappe, à brancher le câble disponible sur la borne et charger. Donc là, on se rapproche d'un fonctionnement assez classique qu'on avait avec les véhicules thermiques et la station-service. Mais bon, ça c'est bel et bien le seul avantage, parce que pour les autres points, c'est quand même des contraintes à surveiller et à préparer, à anticiper. La première, c'est la puissance de charge qui va être acceptée en courant continu par votre voiture. Si vous avez une toute petite voiture avec une toute petite batterie et une prise en courant continu, je pense notamment à la Dacia Spring ou la Volkswagen e-Up, la petite électrique, vous dépasserez pas les 30 kW de puissance en courant continu. Donc ça, c'est parce que la batterie en elle-même est assez petite et ne peut pas accepter de puissance de charge plus élevée du fait de sa taille. Sur les véhicules à plus grosse batterie, vous avez certaines voitures qui ont une gestion thermique de la batterie à refroidissement à air. Un peu comme les anciens moteurs thermiques qui ont eu les refroidissements à air et le refroidissement à eau. Les batteries électriques, c'est pareil. Vous avez du refroidissement à air ou du refroidissement liquide. Et sur les batteries à refroidissement à air, la charge en courant continu peut être limitée. Et je pense notamment à la Zoé et à la Nissan Leaf, où on ne dépassera pas les 50 kW de puissance en courant continu. Et enfin, dernier cas, si vous avez une batterie à refroidissement liquide, vous pourrez obtenir des puissances de charge très élevées en fonction de la capacité de la batterie, mais aussi de la tension dans laquelle elle peut fonctionner. Vous avez une tension qui se limite à 400 volts, vous pourrez obtenir des recharges assez élevées, notamment sur les Tesla, avec des pics à 225 ou 230 kW. Et si vous avez une tension qui peut monter jusqu'à 800 volts, comme sur les Porsche Taycan, les Audi e-tron GT ou Ioniq 5 de chez Hyundai et EV6 de chez Kia, vous pourrez obtenir pareil des puissances de pic de charge jusqu'à 350 kW sur certains modèles. Pour le moment, on n'y est pas encore, on est plus autour de 250, mais vous allez avoir 250 kW tenus sur plus longtemps. Parce que ce qui compte naturellement, c'est pas la puissance maximum en pointe que vous pourrez obtenir, mais plutôt ce qu'on appelle la courbe de charge. C'est-à-dire combien de temps vous allez pouvoir tenir une puissance de charge élevée. Parce que c'est bien beau de pouvoir charger à 250 kW. Si vous ne pouvez tenir que 5 minutes entre 10% et 20% de capacité de batterie à cette puissance, et ben l'intérêt d'avoir une telle puissance est plus limité. Alors malheureusement, la courbe de charge, c'est pas quelque chose que vous allez trouver facilement dans les fiches techniques des véhicules. Je vous invite à consulter le site qui s'appelle ev-database.org qui collecte des informations et des données selon différentes sources pour pouvoir construire les courbes de charge des différents véhicules. Donc si vous cherchez à acheter une voiture électrique, peut-être que c'est intéressant d'aller chercher la courbe de charge de la voiture
sur ce site. Je vais parler des limitations, on va dire, techniques liées à la charge rapide en courant continu. Et si ces contraintes ne vous suffisent pas, on peut en ajouter d'autres, qui sont les contraintes commerciales. C'est limite les plus grosses contraintes en ce qui concerne la charge en courant continu. Vous allez avoir une contrainte à l'achat déjà. Certains modèles, je pense notamment au groupe Volkswagen, vont vous faire payer en option la charge rapide en courant continu la plus rapide. C'est-à-dire, de série, vous aurez une bride à 50 kW de puissance et vous devrez payer une option pour débloquer la charge à 100 ou 125 kW de puissance en fonction de la taille de batterie des Volkswagen, Audi, Skoda ou Seat. Cupra. C'est vraiment une pratique commerciale déplorable. En plus d'être complètement mesquin, ça apporte de la confusion pour l'acheteur. Le marché électrique est quelque chose de naissance et beaucoup plus de contraintes que le véhicule thermique avant lui. Et ajouter comme ça artificiellement des contraintes au niveau des puissances de charge, je trouve ça vraiment nul. Volkswagen le fait concernant la charge en courant continu, mais d'autres constructeurs vont le faire concernant la charge en courant alternatif. Donc quel que soit le type de charge, prenez les options qui vous permettent de charger le plus vite possible, que ce soit en courant alternatif ou en courant continu. Donc une fois passé cette contrainte à l'achat, vous avez aussi la contrainte à l'usage, notamment sur les réseaux de charge rapide sur autoroute. Je pense à Ionity, je pense aux superchargeurs Tesla, je pense à Total Energy, ou éventuellement au réseau peut-être un peu plus petit développé par les concessionnaires autoroutiers. Là, vous avez vraiment deux mondes. Vous avez quelque chose de simple et de pratique avec les superchargeurs Tesla, où vous arrivez avec votre voiture, vous branchez, ça charge et vous repartez. Puisque Tesla connaît déjà vos coordonnées bancaires, il sait reconnaître votre voiture lorsque vous vous branchez. Donc quand vous vous branchez, vous avez juste une authentification qui se fait, la charge qui se fait et Tesla pourra gérer la facturation facilement derrière. Vous n'avez même pas besoin de sortir votre carte bancaire. Et en plus de cette facilité, le réseau de superchargeurs Tesla est quand même très dense, très développé et en constante croissance, avec toujours plus de prises au fil des mois. Si vous voulez traverser l'Europe en véhicule électrique et avoir un réseau fiable, dense, qui vous accompagne, Tesla, même encore aujourd'hui, est la meilleure solution et de loin. L'initiative qui a la chance pour moi de devenir, pas encore, mais qui pourra peut-être devenir la meilleure alternative au réseau de superchargeurs Tesla, c'est Ionity. Ionity qui a été lancé par le groupe Volkswagen en 2017, je crois, et qui se développe assez rapidement partout en Europe aussi, et qui pourra vous proposer des puissances de charge selon les bornes jusqu'à 350 kW. Et peu importe la voiture que vous avez en charge continue, si vous allez sur une borne Ionity, la promesse est que vous chargerez le plus vite possible. Donc malheureusement aujourd'hui, Ionity a quand même plusieurs problèmes, des problèmes de fiabilité surtout, où même Herbert Diess, le PDG de Volkswagen, se plaint de la fiabilité de Ionity. Et des témoignages que j'ai pu consulter et lire, c'est pas rare que vous ayez à vous brancher d'abord sur une borne et ensuite sur une autre pour avoir quelque chose qui fonctionne à pleine puissance. Plutôt problématique. Mais bon, admettons que vous arriviez à vous brancher sur une borne qui fonctionne bien. Le deuxième problème, c'est le prix. Le prix de la charge Ionity est très élevé. En France, vous avez une facturation à la minute. Si vous avez une voiture qui charge vite, ça pourra éventuellement être intéressant. Vous pourrez récupérer beaucoup d'énergie en peu de temps. Mais moi, je trouve que c'est une très mauvaise pratique que de facturer la charge à la minute, puisque ce qu'on paye, c'est de l'énergie. Et l'unité de mesure de l'énergie, c'est le kilowattheure. Et dans les autres pays européens, Ionity facture au kilowattheure. Et si vous n'avez pas d'abonnement, ça vous reviendra à 89 centimes du kilowattheure, donc ce qui est vraiment hors de prix. Et là, vous pourrez me dire, oui, mais Ionity, c'est un consortium, et si vous achetez une voiture de la marque du consortium, vous aurez des prix préférentiels. Eh ben oui, mais non, en fait, puisque en général, ce que vont vous faire les constructeurs, je pense à Kia ou à Volkswagen, c'est des abonnements. Et vous devrez payer, je sais pas, 13, 15, 20 euros par mois pour avoir des tarifs préférentiels sur Ionity. Si vous n'avez pas d'abonnement, vous aurez un prix qui sera égal ou proche du prix plein pot qu'on paierait en recharge occasionnelle sur ce type de borne. Donc pour la recharge occasionnelle sur autoroute à haute puissance, avoir la contrainte d'un abonnement pour avoir un prix pas trop élevé sur cette borne est pour moi complètement nul. Je sais pas comment le dire autrement. C'est vraiment une contrainte dont on pourrait bien se passer. Et c'est une expérience qui est nettement moins favorable et bien dégradée par rapport à la simplicité qu'on a avec le véhicule thermique. Et si ça ne suffisait pas,
Il y a des guéguerres naturellement entre les groupes industriels qui sont sur le marché européen et notamment les constructeurs français ne font pas partie du consortium Ionity. Si vous allez chez Peugeot ou chez Renault, vous ne pourrez même pas espérer avoir des prix préférentiels, même avec un abonnement, sur le réseau Ionity. Donc là, on touche vraiment au gros point noir et au gros retard des véhicules électriques et au gros retard qu'ont les constructeurs qui ne sont pas Tesla concernant l'expérience de charge et surtout la charge rapide en courant continu sur long trajet. À noter que Tesla va ouvrir petit à petit ses superchargeurs à la concurrence. Donc si vous avez une prise combo, vous pourrez y aller, si tant est qu'elle soit derrière et que le câble soit suffisamment long sur la borne Tesla pour vous charger. Et dans cette situation, vous devrez vous créer un compte chez Tesla et la facturation passera par l'appli. Donc ce ne sera pas par carte bancaire puisque les bornes Tesla n'en sont pas équipées. Mais vous aurez votre compte sur l'application et vous aurez juste à aller dans l'application pour valider et lancer la charge et Tesla s'occupera de la facturation comme ça. Donc pour le moment, c'est juste ouvert sur quelques stations aux Pays-Bas et petit à petit, Tesla va déployer ce modèle un peu partout en Europe et dans le monde. J'espère qu'on n'aura pas à attendre l'ouverture des superchargeurs à tous pour qu'on ait une charge rapide en courant continu de bonne qualité pour les véhicules qui ne sont pas des Tesla. Et si vous faites des longs trajets, mais pas sur autoroute, qu'est-ce qui s'offre à vous en termes de recharge rapide en courant continu ? En général, vous aurez maximum du 50 kW. Les réseaux régionaux de type e-borne vont mettre à certains endroits stratégiques des bornes qu'on appelle tri-standard, qui vont disposer donc de 3 câbles, 43 kW en courant alternatif, pour les quelques Zoé à moteur Continental qui acceptent cette puissance en courant alternatif, 50 kW en courant continu, avec un câble combo CCS et un câble CHAdeMO. Donc ces bornes tri-standard qu'on trouve pas mal en France, surtout sur le réseau secondaire, mais aussi sur autoroute, ont l'avantage d'être quand même moins chères que les charges à haute puissance du réseau Ionity par exemple. Donc ça peut être un bon compromis selon vos trajets. Il y a même quelques bornes tri-standard qui sont à des puissances 2 fois inférieures, 22 kW en alternatif et 24 kW en courant continu. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ça permettra d'avoir une recharge, on va dire, relativement rapide si vous n'avez pas de charge triphasée à 22 kW et donc ne pouvez pas exploiter les bornes classiques de voirie à leur pleine puissance. Et ces bornes tri-standard avec le courant continu à 24 kW sont en général pas plus chères que les bornes en courant alternatif classique qui montent à 22 kW. Voilà, j'espère avoir apporté un peu de clarté et des explications concernant cette charge en courant continu ou aussi la charge rapide qu'on est en droit d'attendre d'une voiture lorsqu'on fait des longs trajets, notamment sur autoroute, mais pas que sur autoroute. Faut le reconnaître, c'est compliqué. Si vous n'avez pas une Tesla avec les superchargeurs, ça devient vite très prise de tête, sans mauvais jeu de mots. L'offre existe, les solutions existent pour recharger sa voiture donc sur le long trajet, mais on est quand même sur quelque chose de très confus et d'assez compliqué, et pas spécialement bon marché. Alors dites-moi en commentaire si vous avez des questions complémentaires aux informations que je viens de vous donner. Dites-moi aussi si vous roulez en voiture électrique, comment vous avez géré cette problématique de long trajet et de puissance de charge rapide en courant continu. Je serais très intéressé d'avoir votre retour par rapport à ça. Comme d'habitude, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos abonnements. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.